Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des formations en ligne et je vous dirai ce que j'en pense. C'est un phénomène très tendance alors que le monde se digitalise et c'est surtout un marché. En 2020, le e-learning représentait déjà 190 milliards de dollars dans le monde et il devrait atteindre 325 milliards de dollars à l'horizon 2025. Dans ce podcast, je ne vais pas vous parler des évidences, cela n'aurait aucun intérêt. Et je ne vais donc volontairement pas parler des formations dont la pertinence est plus qu'évidente, du type apprendre un logiciel ou apprendre à créer un site en ligne ou apprendre la subtilité des réglages manuels d'un appareil photo par exemple, qui sont des formations et des apprentissages pratiques avec un but bien défini et que je qualifierais plutôt de tutoriels qu'on peut trouver pour la plupart gratuitement sur Internet ou moyennant quelques dizaines d'euros. Et je vais donc plutôt vous parler des formations dont la pertinence est un peu plus douteuse et les prix complètement décorrélés du potentiel résultat promis. Ces formations en général promettent à leurs acquéreurs de devenir millionnaires, rien que ça, en très peu de temps, en faisant du dropshipping, de l'immobilier ou encore du trading de crypto-monnaies. Pour ne pas que ça parte dans tous les sens, j'ai structuré ce podcast en 6 points. En 1, je vous parlerai du sondage que j'ai lancé sur ma chaîne YouTube dans l'onglet Communauté où je demandais à ma communauté de me dire ce qu'elle pensait des formations en ligne. En numéro 2, je vous parlerai d'un fait divers et d'une fin tragique ou de la fin tragique d'un militaire qui a acheté une formation en immobilier au Royaume-Uni. En 3, je vais vous parler des techniques de manipulation utilisées pour vendre ces formations. En 4, je vous dirai pourquoi je suis dubitatif sur certaines formations et comment je fonde mes doutes. En 5, je vais vous parler des différents types de formations et je vous dirai ce que j'en pense. Donc je vous dirai ce que je pense de l'immobilier, du dropshipping, des crypto-monnaies. Et en 6, dans le dernier point, je vais vous donner quelques conseils honnêtes qui vous permettront de vous former au meilleur rapport qualité-prix. Tout d'abord, le sondage. Je vous ai posé la question suivante. Que pensez-vous des formations en ligne du type dropshipping, immobilier, crypto-monnaie? Eh bien, vous avez été 11% à penser que c'est utile. Vous avez été 45%, une grande majorité, à penser que ça n'avait aucun intérêt, que c'était une arnaque. Vous avez été 6% à avoir déjà acheté une formation et à trouver que c'était très utile. 4% à avoir acheté une formation et à confirmer que c'est de la merde, que c'est complètement inutile. Et 33% d'entre vous n'ont pas vraiment d'idée sur la question. Et il est intéressant de voir parmi ceux qui ont acheté une formation, donc 10% de mon audience, vous êtes un peu plus de la moitié à avoir trouvé que c'était utile et un peu moins de la moitié, 4%, à avoir trouvé que ça n'avait aucun intérêt. Donc, on va dire que c'est assez mitigé, qu'il n'y a pas vraiment d'avis arrêté parmi ceux qui ont acheté des formations. Et pour introduire ce sujet, je vais vous parler d'un fait divers qui a fait énormément de bruit en Angleterre. C'est l'histoire de Danny Butcher, 37 ans, un militaire qui, après avoir quitté l'armée, a voulu se lancer dans l'investissement en immobilier, avec l'intention de gagner un peu d'argent, de mettre sa famille à l'abri, de faire fructifier son capital. Et il est tombé sur un formateur en immobilier qui s'appelle Samuel Leeds, qui était assez connu à l'époque, un peu moins connu depuis ce scandale. Il a perdu beaucoup de clients suite à cette affaire. Et Samuel Leeds est quelqu'un qui avait des techniques extrêmement rodées et qui vendait des formations extrêmement chères. Pour vous donner une idée, l'une de ces formations coûte 13 000 livres sterling, aux alentours de 15 000 euros. Donc Danny Butcher se rend au cours gratuit de Samuel Leeds, c'est souvent comme ça qu'ils arrivent à vous avoir, à vous attirer, ce qu'il appelle le crash course. Donc il y va, Samuel Leeds commence à lui vendre une petite formation et puis petit à petit il lui présente les formations les plus chères. Il commence toujours par vous présenter la formation argent, puis gold, puis platinum. C'est toujours comme ça en fait que ça commence. On essaye de vous faire dépenser des petites sommes au départ pour ensuite vous vendre la grosse formation qui est censée marcher à 100%. C'est un peu comme ça que l'avait vendu ce formateur en immobilier. Il lui avait dit
Avec ma formation, ma technique est tellement rodée que en quelques années, tu seras millionnaire en immobilier. J'ai des techniques pour acheter, j'ai un réseau, j'ai un groupe Facebook avec des investisseurs qui vont te mettre en contact avec des agents immobiliers. Il lui avait raconté toute une histoire qui lui disait que ne t'inquiète pas, en dépensant ces 13 000 livres sterling, c'est de l'argent bien dépensé et tu vas devenir millionnaire. C'est du sûr, c'est du certain et il a réussi à le convaincre. Donc, Danny achète cette formation, il essaye d'appliquer les techniques en immobilier qu'il y avait dans cette formation et il voit que ça ne donne rien. Il commence à paniquer parce qu'il avait dépensé 13 000 livres, c'était toutes ses économies, il n'y a pas d'argent qui rentre, il avait honte de parler de ça à sa famille parce que souvent les gens qui se font arnaquer n'osent pas en parler parce qu'ils se doutent de la réaction de leurs proches. Quelqu'un qui te dit « j'ai dépensé 13 000 euros dans une formation immobilière », la première chose que tu vas lui dire c'est « t'es con, qu'est-ce qui t'est arrivé, t'es fou, mais pourquoi tu mets autant d'argent dans un truc pareil? Tu mets 100 balles, 200 balles, mais pas 13 000 livres ». Donc il s'isole, il commence à déprimer et il finit par se suicider. Et cette affaire est assez représentative du marché de la formation. Quelque part, comme tous les marchés, ou comme dans tous les marchés, il y a une offre et il y a une demande. L'offre, c'est des formateurs avec un panel qui va de la petite formation sur un logiciel ou de la petite formation pour créer son site web qui est complètement légitime et qui n'est pas délirante. Et à l'extrémité du panel, on a les gourous, ceux qui essayent de créer une sorte de culte autour de leur image, d'isoler les personnes de façon à leur faire dépenser des sommes astronomiques qui peuvent aller parfois jusqu'à 30 000 euros. Et l'histoire d'ailleurs avait fait beaucoup de bruit en 2018 avec deux coachs, cette fois-ci pas en immobilier, mais en développement personnel, David Laroche et Franck Nicolas. Il y avait eu un reportage d'M6 qui en parlait à l'époque parce qu'ils ont été suivis par Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, en raison des signalements de la part de leur famille, de leurs conjoints, de leurs amis, pour des dérives sectaires parce que ces personnes devenaient complètement envoûtées par le personnage ou par le gourou, elles dépensaient des fortunes, elles ne pouvaient plus rien faire dans leur vie sans le conseil de ce fameux gourou. Une des personnes qui avait acheté le coaching de David Laroche avait dit que j'ai pris une offre qui devait me permettre d'atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en 3 mois. Et bien sûr, il a réalisé que ça ne fonctionnait pas. Et vous trouverez plein de témoignages, je vous mettrai l'article en description de cette vidéo, de beaucoup de gens qui ont acheté ces coachings en développement personnel pour des montants astronomiques, comme je vous le dis. Il y en a qui déclarent avoir dépensé 6 000 euros, 7 500 euros, jusqu'à 30 000 euros. Et le pire, c'est qu'il y avait même toute une organisation autour, quand vous allez à ces coachings au départ gratuits. On vous explique que même si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, eh bien on peut mettre en place un plan financier avec la banque pour pouvoir payer sur plusieurs fois, etc. Et l'idée dans ces grandes sessions de masse, quand vous allez à ces coachings avec parfois 500, 1000 personnes, c'est de vous mettre un peu dans la masse, que vous soyez dans le groupe. L'effet de groupe vous donne la sensation que vous participez à quelque chose d'important, quelque chose de grand. Et le gourou va vous faire adhérer à ses idées avec des techniques de manipulation assez simples que je vais aborder dans le point 2. Et donc, je vous disais que c'était un marché avec une offre d'un côté. Donc, l'offre, ça va du petit formateur jusqu'au gourou sectaire. Et il y a une demande. Et dans la demande, c'est pareil. Dans la demande des gens qui veulent se former, il y a les très rationnels qui vont acheter une formation précise sur un sujet bien précis, sur un logiciel précis et qui ne vont pas dépenser de fortune. Et il y a les désespérés qui sont au bout de leur vie, qui ont des difficultés et qui se disent coûte que coûte, c'est ma dernière chance, cette formation c'est vraiment ma dernière chance, et ils vont prendre les économies d'une vie, le peu qui leur reste, ils vont jeter tout cet argent dans cette formation en espérant que ça sera leur dernière chance, en espérant que ça sera la formation qui va les sauver, qui va les sortir de la misère. Et c'est ces gens-là qui sont vulnérables parce que
Ils ne sont pas dans la volonté rationnelle et précise d'apprendre pour améliorer leurs compétences et avoir peut-être un meilleur poste, un meilleur salaire, etc. Mais c'est des gens qui sont dans le désespoir complet, qui ne savent parfois même pas pourquoi ils le font. Ils trouvent un peu de réconfort chez ce gourou qui leur explique que avec cette technique, ils pourront atteindre leur potentiel et sortir de la misère. Et c'est ça qui conduit à des aberrations du type acheter une formation à 10 000 balles, à 30 000 balles. Et c'est ces gens-là que Miviludes, l'organisme chargé de contrôler les dérives sectaires en France, essaye de protéger. Et pourquoi je vous ai raconté ce fait divers? C'est bien pour comprendre que ces histoires de formation, c'est pas uniquement un jeu, ça peut mener à des fins tragiques. Il y a de vrais malades dans cet environnement, il y a de vrais pervers narcissiques. Il y a des gens qui s'en branlent complètement de vous, de ce que vous allez devenir. Et d'ailleurs, Samuel Litz n'a jamais dédommagé la famille, n'a jamais remboursé la famille de ce militaire. Il faut savoir qu'il a laissé une veuve et un enfant. Et Samuel Litz a simplement dit moi je lui ai rien promis, il était libre d'acheter, c'est pas de ma faute. Alors que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Sur ses formations à 13 000 livres sterling, il promet la réussite. Il explique que c'est la formation qui va débloquer complètement votre potentiel, qui va vous transformer en millionnaire en immobilier. Et d'ailleurs, ce bonhomme, avec son costard à 80 balles et sa tête de castor, se présente à chaque fois dans toutes ses vidéos comme millionnaire. Il commence ses vidéos en disant « Bonjour, ici Samuel Litz, millionnaire en immobilier ». Et c'est incroyable, tous ces gens qui se présentent en tant que millionnaires. Je ne comprends pas comment on peut se présenter comme millionnaire. Millionnaire, c'est pas un métier, c'est pas une compétence. Et les vrais millionnaires, les vrais riches, ne se présentent jamais comme ça. Est-ce qu'un jour, tu as vu Donald Trump prendre le micro et dire « Bonjour Donald Trump, milliardaire » ou Elon Musk dire « Salut Elon Musk, milliardaire ». Ça marche pas comme ça. On ne dit pas combien on gagne, c'est pas un métier, c'est pas une compétence, c'est la conséquence du travail qu'on a fait. Et voir ce mec qui n'a rien d'un millionnaire, ça se voit à sa dégaine, ça se voit à la façon dont il parle, ça se voit, il respire la fraude, il respire l'arnaque. D'ailleurs, je vous le donne en mille, vous savez ce qu'il faisait avant de devenir formateur en immobilier? Il était illusionniste. Il n'a pas choisi son métier par hasard. Il était magicien, il faisait des petits tours de magie dans des cabarets. Il a vu que ça ne marchait pas. Il a compris qu'il y avait un marché de l'immobilier, une attente, plutôt un marché de la formation, parce qu'il gagne de l'argent en faisant des formations et il ne gagne rien en immobilier. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont fait des enquêtes suite au suicide de ce militaire ont posé des questions à Samuel Litz en lui disant « Mais où sont toutes ces maisons, tous ces appartements que tu dis avoir? On n'a rien trouvé en ton nom. » Parce qu'on peut faire des recherches sur les registres et on peut trouver à qui appartient une maison. On n'a jamais rien trouvé qui appartienne à Samuel Litz, à part une seule maison qui doit coûter 120 000 livres sterling dans le nord de l'Angleterre. Et il a répondu que « Ah, en fait, j'utilise des entreprises pour acheter, donc tous mes biens sont au nom de mes entreprises. » Et les gens ont dit « D'accord, très bien, donne-nous le nom de ces entreprises et on va voir quel est ton capital, quel est ton patrimoine. Puisque tu cries partout que tu es millionnaire, tu ne le caches pas, donc montre-nous tes maisons, montre-nous ces millions. » Bon, vous avez compris qu'il n'a jamais rien montré. Il est millionnaire de rien du tout et son seul business, c'est les formations. Et pour ceux qui ont eu le malheur de le croiser, le malheur de connaître cette tête de castor, eh bien, je dirais au mieux, ils ont perdu un peu d'argent, au pire, ça s'est fini en suicide tragique. Et maintenant, je vais vous parler des techniques qu'utilisent ces formateurs pour vendre. Parce que avant d'arriver à vendre quelque chose, il faut qu'ils aient de la crédibilité. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas. Ce ne sont pas des gens qui ont réussi avant dans quoi que ce soit et on n'arrive pas à trouver leur historique d'ailleurs, comment ils ont commencé, d'où est venu cet argent. Donc ils sont obligés de se créer une espèce de légitimité. Et c'est pour ça que vous les verrez tous prendre des photos allongées sur des Lamborghini, vous savez, les photos de Kéké avec la porte de la Lamborghini ouverte. Ou alors ils se filment dans des Airbnb, des appartements luxueux qui ne leur appartiennent pas, mais
Tout le monde peut louer un Airbnb à 120 € la nuit, ça sera un truc, un joli appartement parisien avec des moulures, des machins, et tu filmes ça et tu mets ça sur YouTube. Il y en a qui se sont fait attraper, hein, parce que avec Internet, avec un snapshot de l'appartement, tu peux le retrouver sur un site et tu peux en déduire que c'est pas son appartement. Tu peux faire tes petites recherches et débugger un peu le mensonge de ces gens-là. Et le premier qui a lancé ça, le premier qui a inventé la tendance, c'est Tai Lopez. Il est peut-être pas connu dans le monde francophone, mais dans le monde anglophone, c'est un mec qui a saoulé la terre entière avec sa publicité Here in my garage, ici dans mon garage. Here in my garage, just bought this new Lamborghini here. It's fun to drive up here in the Hollywood Hills. But you know what I like a lot more than materialistic things? Knowledge. In fact, I'm a lot more proud of these 7 new bookshelves that I had to get installed to hold 2,000 new books that I bought. It's like the billionaire Warren Buffett says, the more you learn, the more you earn. C'est une publicité qui a saoulé la terre entière. Je ne pouvais pas aller sur YouTube sans avoir une vidéo de Tai Lopez. Et Tai Lopez, il se prenait en photo, ou plutôt en vidéo, dans son garage avec une Lamborghini et une bibliothèque de livres. Et il expliquait que grâce à tous ces livres, grâce à la lecture de ces livres, il a réussi à acheter la Lamborghini et que knowledge, le savoir, c'est vraiment la clé de tout. Alors, dans le principe, il n'a pas tort, le savoir, c'est la clé de tout. Mais le but derrière, c'était pas du tout de vous donner des recommandations de lecture. Le but était de vous vendre une formation où il vous expliquait comment il a rencontré des mentors, comment il a commencé à lire, comment il a créé son premier business, comment... tout le but derrière, c'était la formation. Mais il avait besoin d'une crédibilité parce que Tai Lopez, c'est personne. Et il faut bien comprendre que toute cette mode de ces millionnaires ou de ces pseudo-millionnaires qui louent des Lamborghini, d'ailleurs, Tai Lopez, pour la petite histoire, avait oublié le tag de l'entreprise de location sur une des Lamborghini qu'il conduisait. Et il s'est fait choper plusieurs fois comme ça, et les gens ont compris que ce mec était une arnaque, qu'il n'avait rien d'un millionnaire. Mais aujourd'hui, ce qui arrive dans la sphère francophone, c'est ce qui s'est passé, Tai Lopez, c'est 2014, c'est ce qui s'est passé il y a 7 ans, 10 ans aux États-Unis. Et vous avez dans la sphère francophone plein de gens qui, 10 ans plus tard, ont repris un peu les techniques de Tai Lopez, des gens comme Yomi Denzel, des gens comme Théophile Elliott, qui se prennent en vidéo, qui se filment dans des appartements luxueux, devant de belles voitures, ou en train de siroter un cocktail en disant « voilà comment j'y suis arrivé ». Et derrière, c'est le même délire. Ils vont vous vendre la petite formation dropshipping, la petite formation immobilier. Et pourquoi ils ont besoin de faire ça? C'est pour se construire une image. Parce que quand tu es personne, tu es obligé de montrer ou de vendre une image de richesse pour pouvoir attirer des clients. Quand tu es quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire ça. Quand tu es Elon Musk, quand tu es Zuckerberg, quand tu es quelqu'un qui a réussi dans la vie, quand tu es Bernard Arnault, tu n'as pas besoin de t'allonger comme un kéké sur une bagnole en expliquant que tu es millionnaire. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu fais ça quand tu n'as rien en fait. Tu loues un appart à 150 balles, tu loues une Lamborghini, ça coûte pas très cher. Et à Dubaï, par exemple, ça coûte rien. Dubaï, c'est l'un des endroits où la voiture de sport coûte le moins cher à la location. Et tout le monde, toi, moi, pouvons nous prendre en photo devant une Lamborghini. C'est pas un signe de richesse, c'est surtout un signe que tu es en train de devenir un kéké. Et une autre technique de manipulation qu'on trouve beaucoup dans ces cercles, c'est une technique sectaire aussi, pratiquement, c'est de vous faire adhérer au groupe, de créer une espèce de synergie de troupeau. Et quand vous allez dans leur cours privé, vous remarquerez quelque chose, mais c'est une technique bidon aujourd'hui, il n'y a que ceux qui ne s'intéressent pas au marketing, qui ne la connaissent pas, c'est qu'ils vont vous faire lever la main constamment. Ils vont vous dire qui a envie de devenir riche et vous allez lever la main. Et ils vont vous poser une autre question, par exemple, qui veut atteindre l'indépendance financière, puis vous allez lever la main. Qui en a marre d'avoir des fins de mois difficiles et vous allez lever la main. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'à chaque fois que vous levez la main, vous entraînez votre cerveau à adhérer au groupe. Vous entraînez, vous préparez votre cerveau à dire oui la 4e fois. Quand vous dites oui, oui, oui 3 fois, quand vous levez la main 3 fois, eh bien, lorsqu'il vous demandera quelque chose, parce que tout ça, c'est un chemin naturel qui mène à la formation de 5 000, 6 000, 10 000 balles, 15 000 balles, il faut vous faire adhérer par de petits gestes qui ont l'air innocents, mais quelque part, c'est la fabrique
du consentement, c'est la fabrique qui vous prépare à dire oui. Et lorsque le gourou vous vendra la formation, vous aurez du mal à dire non. Vous allez vous sentir mal parce que vous avez été conditionné, surtout avec une foule de 1000 personnes qui lèvent la main et qui dit « Moi, je veux, oui, moi, je veux devenir riche. Moi, je veux l'indépendance financière. » Et à la fin, lorsque vous arrivez à la petite formation de 500, 600 balles, vous la prenez. Et ensuite, si vous avez mordu à l'hameçon, eh bien, le but, c'est de vous vendre la formation la plus chère. Il y a un livre qui en parle très bien. Ce livre s'appelle « Influence » de Robert Cialdini. C'est un livre qui est intéressant ou important autant pour ceux qui veulent vendre, pour ceux qui veulent se lancer dans le marketing, que pour ceux qui veulent éviter de se faire avoir. Tu ne peux pas toucher au marketing ou tu ne peux pas t'intéresser au marketing si tu n'as pas lu ce livre. Et ce livre, entre de bonnes mains, ça peut simplement vous aider à développer des techniques marketing performantes. Entre de mauvaises mains, ça peut vous pousser à développer des pratiques sectaires, ça peut vous pousser à abuser de la confiance de vos clients, ça peut vous pousser à faire des choses qui ne sont pas nécessairement éthiques, pour ne pas dire illégales. Et dans ce livre, Robert Cialdini parle de toutes les techniques des vendeurs, des publicitaires, des commerciaux, et il explique de façon assez claire comment on fabrique le consentement, comment on fabrique l'adhésion à une marque, l'adhésion à un produit. Et vous y trouverez la technique dont je viens de vous parler, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait dire oui plusieurs fois à une personne, il est très difficile de lui faire dire non. Et donc, lorsqu'on veut faire dire oui à quelqu'un sur un sujet sérieux, ou lorsqu'on veut faire dire oui à un client sur un produit très cher, il faut d'abord commencer à lui faire dire oui sur de petits détails. Oui pour un cours gratuit, oui pour une petite séance gratuite. Et petit à petit, une fois qu'il a dit oui à tout ça, au moment où tu proposes le truc super cher, la formation à 10 000 balles, il aura du mal à dire non. Et s'il te dit non, il aura l'impression de te trahir. C'est-à-dire que tu crées quasiment un sentiment de culpabilité chez ton client, mais j'ai presque envie de dire chez ta proie, chez ta victime. Et Influence est un livre qui a très bien vieilli parce qu'à la base, il était fait pour la vente normale. Il a été écrit bien avant que le commerce en ligne soit développé. Mais j'ai envie de dire que les techniques de manipulation sont assez universelles. Et honnêtement, si vous vous intéressez au marketing, à la vente, à la manipulation, j'espère que vous en ferez bon usage. Mais ce livre est vraiment un indispensable et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et je vous mettrai également la fameuse publicité de Tai Lopez, Here in My Garage, la publicité de Keke où il se filme avec sa Lamborghini, qui est à la base, qui est à l'origine de tous les Keke qui ont suivi, y compris dans la sphère francophone, avec son équivalent « Salut à toi, jeune entrepreneur ». Et maintenant, je vais vous expliquer de façon plus précise pourquoi je suis dubitatif vis-à-vis de ces formations. Qu'est-ce qui me met le doute vis-à-vis de ces formations d'immobilier, de dropshipping, de crypto-monnaie, etc. Sans trop rentrer dans le détail de chaque formation, le premier point qui m'interroge, mais qui surtout m'agace au plus haut point, c'est qu'ils se présentent tous comme des millionnaires. Tous, sans exception. Ils ne vont pas te dire ou ils ne vont pas avoir la modestie de te dire « Voilà comment je génère 10 000 euros par mois ou 5 000 euros par mois sur Internet ou même 500 euros. » Ça n'a pas besoin d'être des montants énormes. Si tu génères un peu d'argent sur Internet, c'est déjà très bien. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient juste avoir un supplément à leur salaire de 500, 600 euros, 700 euros sur Internet. Et sans te présenter comme millionnaire, tu peux très bien montrer aux gens comment gagner un revenu supplémentaire sur Internet. Ça n'a pas besoin d'être des millions, ça peut être 300, 500. Il y a plein de gens qui seraient intéressés juste par ça, sans nécessairement devenir millionnaire. Donc ça, à la base, ça m'agace, et c'est pas un comportement de riche. Il faut savoir que le riche ne te dit jamais « je suis millionnaire ». C'est vraiment un comportement d'arnaqueur, de petite frappe. C'est un truc que fait Tête de Castor, ou plutôt que font Tête de Castor et Tai Lopez. Mais le vrai riche ne te dira jamais qu'il est millionnaire. Et la raison en est simple, c'est que déjà, c'est pas dans sa culture. Il est plus occupé à travailler, à réussir,
qu'à expliquer à tout le monde qu'il est millionnaire. Et la deuxième raison, qui est aussi la raison pour laquelle je suis dubitatif face à tous ces gens, c'est les impôts. Ces gens ne parlent jamais d'impôts. Ils vont vous dire « je gagne 10 000 euros par mois, je gagne 20 000 euros par mois, je gagne 1 million par an » et ils ne rentrent jamais dans les détails. Et ma première question c'est « mais tu gagnes 1 million de quoi ? 1 million brut, 1 million de chiffre d'affaires, 1 million… » D'accord, 1 million de chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires et faire des pertes. Tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires et 1 000 euros de bénéfices. Ça ne veut absolument rien dire. Et combien tu payes d'impôts sur ça ? Et c'est ça qui m'interroge et qui me dit que ces gens n'ont jamais manipulé d'argent, n'ont jamais eu d'argent entre les mains. Lorsque j'ai commencé à gagner un peu d'argent, mon obsession première, c'était les impôts. Mon obsession, la chose à laquelle je pensais tout le temps, c'était les impôts. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé à quel point ils étaient élevés. C'est une question que tu ne te poses pas quand tu es salarié, parce que tout est prélevé à la source et tu ne t'interroges pas, tu te dis voilà, je connais mon salaire net et je m'en branle du reste. Mais quand tu es indépendant et que tu commences à gagner un peu d'argent, la façon dont tu optimises l'impôt fait une différence énorme sur ce que tu touches. Lorsque tu commences à payer 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros d'impôts par an, avoir un bon comptable, ça peut faire une différence énorme. Et au départ, je passais mon temps à essayer de m'informer, à appeler mon comptable, à discuter, à savoir quel placement pourrait faire des déductions d'impôts, quel investissement pourrait générer des déductions d'impôts. J'ai appris que l'investissement dans la retraite, par exemple, faisait qu'on payait moins d'impôts. Au Royaume-Uni, on avait un abattement de 25% sur tout l'argent qu'on investit sur sa retraite. Et donc, c'est un moyen légal de payer moins d'impôts tout en investissant dans sa retraite. Et j'ai passé les premières années, je veux dire les 2 premières années, parce que je ne connaissais pas ça, c'était pas mon domaine, j'ai jamais gagné autant d'argent, et j'ai passé les premières années à savoir comment optimiser cet impôt pour ne pas me faire massacrer par le fisc britannique, par le HMRC. Et quand je vois des gens comme Yomi Denzel, qui vit au Royaume-Uni ou qui vivait à une époque au Royaume-Uni et qui ne parle jamais d'impôts, je me dis mais est-ce que t'en payes des impôts ? Alors, ou ils sont dans l'illégalité et ils ne payent pas d'impôts, ils se disent, bon, ça c'est de l'argent gagné sur Internet, le fisc n'a pas à le savoir, etc. Et donc ils sont dans l'illégalité complète, ou ils ne gagnent pas tant d'argent que ça, et du coup l'impôt c'est pas un problème. Mais quelqu'un qui gagne du fric et qui ne parle jamais d'impôts, c'est pas normal. C'est pas normal, il y a un truc qui cloche. Après, il y en a qui vont aussi à Dubaï. Et ils n'y vont pas pour le soleil, ils y vont parce qu'on ne paye pas d'impôt à Dubaï. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, c'est 0. Donc tout ce que tu gagnes, c'est pour ta pomme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceurs, de gens de la télé-réalité, même des gens qui vendent des formations, qui vont à Dubaï et ils n'ont jamais l'honnêteté de dire que je vais à Dubaï pour ne plus payer d'impôts en France. Ils vont vous dire j'y vais pour le soleil, Dubaï c'est génial, alors que Dubaï c'est insupportable, c'est la pire ville que j'ai jamais vue de ma vie. Il fait une chaleur pas possible, il n'y a rien à y faire. Plus de 3 jours à Dubaï, je me tire une balle dans la tête. C'est un enfer sur terre, ce truc. Et à côté, tu as des influenceurs qui te disent « Ouais, génial, je suis sur la marina, Dubaï, c'est super. » En fait, il n'y a rien de super à Dubaï. Ils y vont parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Et vous savez, en business, il y a quelqu'un qui avait dit, je ne me souviens plus qui c'était, mais la règle numéro 1, quand tu gagnes de l'argent, quand tu commences à gagner un peu de fric, la règle numéro 1, c'est de fermer ta gueule. Et la règle numéro 2, c'est de ne pas oublier la règle numéro 1. Chez les riches, chez les vrais riches, on ne parle pas d'argent. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas attirer l'attention, on ne veut pas se faire voler, on ne veut pas se faire kidnapper, on ne veut pas attirer l'attention du fisc, on ne veut pas payer plus d'impôts qu'on ne devrait le faire. Et chez les vrais riches, en général, la discrétion, c'est le mot d'ordre. Et tu verras que le fonctionnement naturel ou le réflexe naturel, quand tu commences à gagner du fric, c'est de ne pas en parler. Tous ceux qui étalent leur argent, tous ceux qui étalent leur pseudo-fortune, en général, il y a un but derrière. C'est ou expliquer à leur audience qui est complètement captivée, qui est complètement sous l'emprise d'un gourou, leur montrer qu'ils gagnent du fric, et quelque part, ça valide un peu leur produit ou leur technique,
Ou c'est des pervers narcissiques, c'est d'anciens pauvres qui sont devenus riches, et donc c'est un peu le syndrome du nouveau riche. Tu as été pauvre toute ta vie, tu as vécu dans la misère, et donc dès que tu gagnes 3000 euros, tu les mets à l'écran et tu montres aux gens que tu as gagné du fric. Hein. Mais ça, c'est le comportement du kéké, du nouveau riche, de celui qui n'a jamais eu vraiment d'argent entre les mains, qui a souffert lorsqu'il était gamin. Et il y a beaucoup de nouveaux riches qui sont dans ce d'anciens pauvres, parce que le nouveau riche, c'est aussi un ancien pauvre. Mais il ne se présentera jamais comme ancien pauvre, il se présentera comme nouveau riche. Et tous les gens qui n'ont pas manipulé d'argent dans leur enfance, qui ne sont pas nés dans des familles aisées et qui arrivent à la richesse très tard sans avoir d'éducation, sans être éduqués à l'argent, ont ce comportement de kéké d'afficher leurs gains à l'écran, de parler de leur argent, de dire combien ils gagnent. Alors que le comportement par défaut, c'est de ne pas parler de ton argent, de ne pas dire combien tu gagnes. Le vrai riche sait se taire. La première règle, la règle numéro 1 du riche, c'est ferme ta gueule. Et la règle numéro 2, c'est n'oublie pas la règle numéro 1. Et maintenant, je vais vous parler des différents types de formation et ce que j'en pense. Et pourquoi je pense aussi surtout que ça ne marche pas. Tout d'abord, le dropshipping. La figure emblématique du dropshipping en France, c'est Yomi Denzel. Quelqu'un qui se présente comme un étudiant fauché, qui a fait fortune dans le dropshipping et qui est devenu millionnaire en quelques années. Et le dropshipping, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas et pour l'expliquer simplement? C'est créer une espèce de site proxy, une page web où tu mets des produits que tu vas trouver sur Alibaba, sur Amazon, je caricature un peu, mais à peine, que tu achètes en gros et que tu essayes de vendre en détail sur ton site et tu prends une petite marge. Mais ces produits ne t'appartiennent pas, c'est pas un stock, tu n'as rien du tout, tu n'as pas la logistique. Les gens achètent sur ton site et la vraie vente ou l'achat se fait sur Alibaba par exemple. Et pour diriger le trafic vers cette page, parce que ce site, personne ne le connaît, une fois que tu l'as créé, que tu y as mis des produits, eh bien ils vont vous bombarder de publicité. Donc Facebook, Google Ads, etc. Et ils dépensent un budget énorme en publicité. Et d'ailleurs, comme Tai Lopez, Yomi Denzel a bombardé Internet. Il n'y a pas une fois où je me suis connecté sur YouTube et où je ne suis pas tombé sur sa vidéo. Alors, je suis la mauvaise target. Hein. Peut-être qu'il a mis une tranche d'âge. Je ne sais pas comment... j'ai pu tomber sur sa publicité parce que je ne regarde pas du contenu de dropshipping, ça ne m'intéresse pas, c'est vraiment le dernier truc que je toucherai sur Internet. Et je me suis dit, mais combien il dépense en budget marketing? C'est pas possible. Il passe plus de temps à faire de la pub qu'à faire du dropshipping en fait. Il fait que du marketing. Et à chaque fois que je l'entends parler, à chaque fois que je vois des vidéos, c'est pour promouvoir ses formations. Donc je me dis, mais il a combien de temps dans sa journée? Parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. Mais si tu passes 18 heures à faire de la pub pour tes formations, à parler de tes formations, tu passes combien de temps à faire réellement du dropshipping? Et donc rien qu'en faisant le calcul temps qu'il passe à vendre ses formations, j'ai réalisé en fait qu'il ne faisait que ça. Il n'y avait rien, il n'y a pas de dropshipping derrière. Ou il a peut-être une boutique qui lui rapporte 2000 balles par mois, mais c'est pas les millions qu'il dit gagner. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ceux qui font du dropshipping ne parlent jamais de bénéfices. Ils vous disent toujours « j'ai fait un chiffre d'affaires de temps ». Et le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Si tu as fait un chiffre d'affaires d'1 million, mais que ton budget publicitaire, c'est 900 000 balles, parce que comme je vous l'ai dit, les pages de dropshipping, c'est des pages où personne ne va en général. T'y vas pas, c'est souvent des trucs suspicieux, un peu dégueulasses. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, la page web de Yomi Denzel est assez pourrie. C'est vraiment pas du niveau de quelqu'un qui se dit maîtriser la création des pages, hein, parce que le dropshipping, ça passe aussi par l'optimisation du SEO, ça passe par l'optimisation des pages Internet en termes graphiques, en termes esthétiques, parce que pour que quelqu'un mette son numéro de carte bancaire dans un site qu'il ne connaît pas, il faut vraiment lui inspirer confiance. J'ai regardé le site de Yomi, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce mec, il vend des formations, il explique que c'est un tueur en e-commerce, et sans vouloir me vanter, son site Internet est plus pourri que le mien. Ma page Internet que j'ai fait, ou plutôt mon site que j'ai fait samedi-dimanche et que j'ai un peu bricolé tous les soirs après le boulot, est plus élégant que celui de Yomi Denzel. Et pourtant, je ne suis pas un spécialiste, hein, j'ai rien du tout. J'ai lu un petit tutoriel WordPress, comment créer son site, et j'ai fait ça en bricolant sur mon temps libre. Et bien sûr, quand vous allez sur sa page, c'est la totale.
HEC, Harvard, Le Figaro. Je me suis dit, c'est pas possible. Forbes, il n'a pas fait tout ça. Donc j'ai regardé, je me suis dit, tu peux pas être diplômé de HEC et de Harvard aussi jeune. C'est pas, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Et en plus, il parle très mal anglais, donc je sais pas comment il a pu faire des études à Harvard. Donc j'ai un peu regardé. Et en fait, HEC, c'est pas l'école polytechnique. Ça n'a rien à voir, mais c'est peut-être fait pour duper, hein. Ce qu'il présente comme HEC, c'est en fait un site qui s'appelle HEC Onomiste ou HE Conomiste, Journal des étudiantes. Et je me dis, pourquoi afficher ce truc sur ton site? Ça n'a aucun intérêt, personne ne le connaît. Donc moi, je devine que c'est pour faire l'illusion qu'il a été à HEC. Et qui plus est, ça se trouve juste à côté, sur sa page, du logo Harvard. Et là, je me dis, Yomi, t'as vraiment fait Harvard? Avec ton anglais de travers, là, t'as fait Harvard? Et là, pour la petite histoire, il n'a jamais fait Harvard. Il a fait un petit bootcamp à Harvard que vous aussi pouvez faire. C'est quoi un bootcamp? C'est un stage. Et vous pouvez aussi faire un stage à Harvard, à Stanford. Ça coûte un peu d'argent, je ne sais pas quels sont les tarots, mais c'est beaucoup moins qu'une année universitaire à Harvard. Une année à Harvard, c'est à peu près 50 000 $, un peu plus, si on vous laisse y rentrer. Le plus dur, c'est d'y rentrer. Mais un bootcamp, c'est peut-être quelques milliers de dollars. Tout le monde peut y aller. Et c'est un peu la nouvelle méthode de l'esbrouf, hein, vous savez, c'est encore américain. Tout ce qui arrive aujourd'hui en France, c'est de l'américain. Le marketing a été inventé par les Américains. Et je vous encourage, si vous voulez vous éduquer au marketing, allez directement à la source. Allez lire et écouter des Américains traduits en français. Mais dans la sphère francophone, c'est pas notre tradition. En France, on a de la bonne cuisine, on a de la bonne pâtisserie, on a de très bons chocolatiers, mais le marketing, on ne l'a pas inventé. Le marketing est américain. Donc, quand tu veux apprendre à faire du bon pain, tu viens en France. Quand tu veux apprendre à faire du marketing, tu vas aux États-Unis. Tu vas à la source. Et j'ai réalisé qu'en plus de ne pas être très élégant esthétiquement, le site de Yomi n'était pas très clair sur son cursus. C'est quoi HEC? C'est pas Polytechnique, c'est un autre truc. Mais tu as quand même mis le logo HEC qui peut en tromper certains. Harvard, c'est quoi? Tu as un diplôme de Harvard? Tu as fait quelque chose à Harvard? Est-ce que tu peux être clair? Est-ce que c'est un bootcamp? Est-ce que c'est un master? Qu'est-ce que tu as fait à Harvard? Mais moi, je vous le dis, c'est un bootcamp de quelques mois que tout le monde peut faire, vous et moi. Ça demande juste les moyens financiers pour y aller. Mais ça n'a rien à voir avec un diplôme d'Harvard. Pareil pour le Figaro et Forbes. Vous pouvez vous publier sur le Figaro, sur Forbes. Vous pouvez acheter un article dans ces journaux. Ce n'est pas du tout un gage de qualité, de célébrité. Ça ne veut surtout pas dire que vous êtes millionnaire. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Elon Musk, je prends beaucoup Elon Musk comme exemple parce qu'il est complètement à l'opposé de ces gens-là. Si vous voulez, ces gens-là sont rien et ils essayent de vous faire croire qu'ils sont quelque chose, alors que Elon Musk est tout. C'est quand même l'homme qui est en train d'envoyer des fusées dans l'espace. C'est quand même l'homme qui est en train d'inventer le spatial, la technologie, ou plutôt l'industrie aérospatiale privée. Et en termes de marketing, il ne fait rien sur son nom. Vous ne verrez jamais une page d'Elon Musk avec le logo Harvard, Le Figaro, ou plutôt Forbes ou Huffington Post. Vous ne verrez jamais ça. Parce que la valeur d'Elon Musk, elle est intrinsèque. La valeur d'Elon Musk, c'est lui. Il n'a pas besoin d'aller faire un bootcamp à Harvard ou d'expliquer qu'il a eu tel diplôme. Et d'ailleurs, dans l'un des entretiens les plus célèbres d'Elon Musk, au sujet des diplômes, il a expliqué qu'il s'en foutait complètement des diplômes. Il avait dit qu'il n'embauchait plus les gens sur la base des diplômes, ou du moins ce n'est plus le critère essentiel. Which college or which university? There's no need even to have a college degree at all, or even high school. If somebody graduated from a great university, that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. If you look at, say, people like Bill Gates or Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. Donc il est complètement à l'opposé de ces guignolos qui passent leur temps à vous afficher des diplômes Harvard, HEC pour montrer un peu leur valeur. Donc ils n'ont pas de valeur intrinsèque. Et voilà ce qui me pousse à dire
qui ne sont pas légitimes ou que derrière leur fortune ou plutôt derrière leur réussite relative, il y a plus de ventes de formations que d'argent sur le dropshipping. Et c'est tout simple, hein. Regardez combien de temps ils passent à parler de leur formation. Si c'est 80% du temps ou si c'est 90% du temps, vous faites le rapport temps-argent, eh bien 80% de leur argent ou 90% de leur argent vient des formations. C'est simple, l'effort que tu mets à parler de quelque chose, c'est proportionnel à ce que ça doit te rapporter. S'il parlait à 90% de son business de dropshipping en montrant ses pages web, en montrant combien il gagne, j'y croirais peut-être. Et encore, vous savez qu'on peut trafiquer les pages HTML et donc les gens qui vous montrent des pages HTML, faites très attention. J'ai eu beaucoup d'auditeurs me dire « Ah, l'Observateur, tu sais, mais j'ai vu quand même, ils ont rafraîchi leur page et j'ai vu les montants, j'ai vu 1 million, 2 millions. » Trafiquer une page HTML, ça s'apprend et quand c'est ta page, tu peux y mettre ce que tu veux. 1 million, 2 millions, 3 millions. Je peux très bien sur ma page vous mettre un chiffre 2 millions d'abonnés sur la page de mon site, hein. Pas sur YouTube parce que ça ne m'appartient pas, mais sur mon site, je peux vous mettre, voilà, j'ai vendu 3 millions de livres, je peux le faire, c'est ma page. Donc faites très attention avec les faux signaux de richesse du type le montant des ventes sur les pages, les Lamborghini, les études ou les écoles, Harvard, etc. C'est que du vent. C'est que du vent. Pourquoi ? Parce que le succès parle de lui-même. Lorsque tu as vraiment été à Harvard, lorsque tu as vraiment été à Stanford, lorsque tu as monté une boîte qui pèse plusieurs millions, tu passes pas ton temps à afficher les diplômes Harvard sur ta page. C'est aussi simple que ça. Et le dropshipping, à 90% ou dans 90% des cas, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que les gens n'y vont pas. Et pourquoi les gens n'y vont pas ? Parce que les gens cherchent de la valeur. Si tu me mets un site de dropshipping pour me vendre des gobelets en plastique que je vais aller trouver sur Alibaba, pourquoi je vais les acheter sur ton site ? Les seuls qui font vraiment du fric, c'est ceux qui font du e-commerce, qui n'a rien à voir avec du dropshipping. Le e-commerce, c'est que tu as un produit qui est à toi, que tu as développé, ou un produit qui n'existe pas sur Amazon, qui n'existe pas sur Alibaba, et que tu as importé et que tu es le seul à vendre. Ça, c'est intéressant parce que quelle est la valeur que tu produit ou quelle est la valeur que les gens viennent chercher chez toi, eh bien, c'est un produit qui n'existe nulle part ailleurs. Et la seule personne autour de moi qui fait du fric sur Internet dans le e-commerce, c'est un ami à moi qui s'est spécialisé dans le rétro gaming. C'est un fan de jeux vidéo à la base, c'est un mordu. Il avait commencé à collectionner des cartouches de Super Nintendo, de Mega Drive, pour ceux qui connaissent, hein, les consoles de jeux vidéo des années 90. Ou début des années 90. Et il a vu qu'il y avait un vrai marché autour de ça. Donc il a créé sa page eBay, une page business. Il a commencé à acheter des jeux rétro gaming un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, en Europe. Il a commencé à faire les brocantes. Et certains jeux, les plus rares, coûtent extrêmement cher. Il y a des pièces aujourd'hui de ces anciennes consoles qui coûtent, les jeux Neo Geo, par exemple, c'était un peu la Rolls-Royce des consoles à l'époque, qui se vendent 3 000, 3 500, 4 000, 4 500 euros parfois. Des pièces extrêmement rares parce qu'on ne les fabrique plus. Il a même fait des voyages au Japon pour aller chercher certaines pièces et il ne vend que sur eBay. Il n'a pas eu besoin de créer un site web ou une page web parce que eBay fonctionne très bien. En plus, il a des avis clients, il a des avis très positifs. Et la seule raison pour laquelle ça marche, c'est que, c'est un mordu, c'est un passionné. Il faut savoir que le mec répond à des mails à 2h du mat, à 1h du mat. Il en a rien à cirer, il est à fond dans le truc. Et en plus, il aime ça. Une des fois où j'avais mangé avec lui à midi, il était en train de répondre sur son téléphone à un client qui cherchait Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Alors, ça ne me rajeunit pas cette histoire. Mais imaginez le niveau de passion du mec pour répondre à un message d'un mec, je ne sais pas où dans le monde, qui lui dit je cherche Donkey Kong Country 2 sur Super Nintendo, est-ce que tu l'aurais ? Et le mec, il est là et il lui dit oui, je vais te chercher ça, il n'y a pas de problème, etc. Donc, il y a énormément de travail parce que derrière, c'est pas un truc, on dit c'est automatisé, tu n'as rien à faire, tu crées ton site. C'est pas automatisé. Enfin, il n'y a que le site qui est automatisé. La page n'a pas besoin qu'on la manage tous les jours, quoique. Mais répondre à tes clients, c'est un boulot à plein temps.
C'est un boulot à plein temps et c'est même la clé de ce business. Sur eBay, quand tu commences à vendre, tu te fais flinguer par 2-3 clients. Par exemple, tu n'as pas envoyé un colis ou tu l'as envoyé en mauvais état ou le produit ne correspond pas à ce que tu devais envoyer. Tu te fais flinguer par 2-3 clients, tu as 1 étoile sur 5 dans les avis et tu es mort. C'est terminé. Et une grosse partie de ce qu'il fait aujourd'hui et une grosse partie de sa rémunération et de son argent vient des revues qui sont exceptionnelles sur eBay. Il a plus de 1000-1200 avis sur eBay et une note extraordinaire. Et donc, tous les gens qui débarquent et qui voient 1500-1700 avis positifs, ils ferment les yeux en achetant. S'il y a un autre mec qui vend le même produit mais qui a 15 avis positifs, toi à côté avec tes 1700, tu l'éclates. Donc il travaille beaucoup, il travaille énormément et il passe son temps à recevoir des colis, à faire des colis, à répondre aux messages. C'est quasiment un métier à plein temps, c'est un boulot à plein temps. Il n'y a rien d'automatique ou d'automatisé là-dedans. Mais la seule raison pour laquelle ça marche, c'est que 1, c'est un passionné. 2, c'est un expert dans son domaine. Tu peux lui parler de n'importe quelle console de rétro gaming, de ces jeux de cette période, de n'importe quel produit, de n'importe quelle cartouche, de Neo Geo, de Mega Drive, de Super Nintendo. Le mec, il va te les sortir de sa tête. Il va te dire où la trouver, il va te dire si c'est une vraie, si c'est une fausse. Il va lire les numéros de série, il connaît les dates de fabrication. Il sait, il est incollable. Et l'autre raison pour laquelle il fait du fric, c'est qu'il y a énormément de valeur là-dedans. Il y a énormément de valeur. Une cartouche Neo Geo qu'il va trouver dans une brocante à 30 ou à 20 euros, il va la revendre 3000 balles sur Internet. Si le mec de la brocante ne sait pas ce qu'il vend, les marges sont énormes. Et autre chose, c'est que les tranches d'âge aujourd'hui qui achètent ces produits, entre 35 et 45 ans. Aujourd'hui, c'est ça, hein, la génération Nintendo des années 90, ou ceux qui jouaient fin des années 80, début des années 90, aujourd'hui ont entre 35 et 45 ans. Et c'est la tranche d'âge qui a le plus haut pouvoir d'achat. Entre 35 et 45, tu as pratiquement le plus haut salaire, ou les plus hauts salaires que tu auras jamais dans ta vie, jusqu'à 50 ans. Donc c'est un business qui est basé sur la nostalgie. Le mec qui va acheter une cartouche de jeux vidéo, c'est parce que ça lui rappelle un cadeau de son père ou de sa mère quand il était gamin, ça lui rappelle son premier jeu vidéo. C'est un peu la Madeleine de Proust en fait. Donc les mecs s'en foutent du prix, s'en foutent. S'il veut ce fameux jeu qu'il a eu quand il avait 12 ans et ça lui rappelle sa première cartouche de jeu vidéo ou le premier plaisir qu'il a eu avec sa console, sa première expérience de jeu, il va y mettre le prix, même si c'est 2000, même si c'est 2500 balles, on est dans le sentimental, on est dans l'émotionnel. Donc on a un public nostalgique qui a un très haut pouvoir d'achat. Et donc aujourd'hui, dans le rétro gaming, si tu t'y connais, si tu es un passionné, tu peux tout exploser, tu peux largement en vivre. Et pourquoi je vous donne cet exemple, pourquoi je vous parle longuement de cette histoire de eBay, des jeux vidéo, du rétro gaming, c'est pour vous montrer que faire de l'argent, c'est vendre de la valeur. Faire de l'argent, c'est pas aller acheter une babiole sur Alibaba, une merde, un parapluie, une montre, la mettre sur ta page et espérer que quelqu'un va l'acheter. C'est pas ça, faire du business. Faire du business, c'est vendre de la valeur. Et ce qui m'agace avec ces formateurs de dropshipping, c'est qu'ils vous expliquent que tout le monde peut gagner de l'argent sur Internet, tout le monde peut créer sa boîte de dropshipping, t'as qu'à créer une page, t'y mets ce que tu veux, des slips, des gobelets, des parapluies. Peut-être que les plus sérieux vont vous conseiller de vous spécialiser dans une niche et les gens vont cliquer, vont acheter. Les gens ne cliquent pas sur n'importe quoi, les gens n'achètent pas n'importe quoi, surtout si c'est un produit qui existe sur Amazon ou sur Alibaba. Moi, le premier réflexe que j'ai quand je trouve un produit qui m'intéresse sur un site un peu suspicieux, c'est d'aller le chercher directement sur Amazon. Mon premier réflexe, c'est de voir s'il existe sur Amazon. Pourquoi ? Parce que Amazon, c'est la sécurité. C'est aussi pour ça qu'ont réussi les GAFA. Les GAFA, c'est la sécurité. En 10 ans, 12 ans sur Amazon, pas une seule fois je me suis fait arnaquer, pas une seule fois on ne m'a pas remboursé, pas une seule fois j'ai eu un souci. Donc Amazon, quand je mets mes coordonnées bancaires sur Amazon, pas une seule fois je me suis fait pirater ma carte bancaire. Donc Amazon, c'est la sécurité. Quand je vais sur un site, une page de blog ou un site de dropshipping, avant d'acheter, j'y réfléchis à 2 fois. Même s'il y a HTTPS,
que c'est sécurisé, etc., je vais chercher le produit sur Amazon et j'ai de grandes chances de le trouver. Donc voilà pourquoi 99% des sites de dropshipping se cassent la gueule. 1, ils proposent des choses qu'on peut trouver ailleurs. 2, ils n'inspirent pas énormément confiance. C'est souvent des pages web un peu bricolées. Et c'est assez marrant d'ailleurs, la page web de Yomi Denzel est assez... pour quelqu'un qui se dit créer des pages de dropshipping incroyables, je suis un peu déçu, je m'attendais à un meilleur design. S'il a besoin de quelques conseils, je peux lui en donner, de ce que j'ai appris, de ma petite expérience. Je me suis formé tout seul sur le sujet. Et il n'y a pas d'autre secret que le travail. Quelque part, les gens qui se font arnaquer aussi, je dirais, ils sont un peu fautifs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le défaut de la paresse. Ils veulent de l'argent facile. Et je vais vous apprendre quelque chose. Il n'y a pas d'argent sans effort. Ça n'existe pas. C'est comme gagner à la loterie. Ça peut t'arriver, mais tu as une chance sur plusieurs millions pour que ça arrive. Donc si vraiment tu veux gagner du fric sur Internet, mets-toi sur une niche que tu maîtrises, mets-toi sur une niche que tu aimes aussi, parce que je peux te dire que si tu te mets au rétro gaming, admettons, je t'ai dit, voilà, c'est une niche, il y a un marché énorme, etc. Si tu te mets au rétro gaming, mais que ça te saoule de répondre aux messages, ou plutôt plusieurs messages, il n'y en a pas qu'un, tu auras 20, 30, 40, 50 messages par jour de mecs qui cherchent je sais quoi sur Neo Geo ou Donkey Kong Country 3, je peux te garantir que ça va te saouler. Ça va te saouler et tu vas abandonner. Il n'y a que les passionnés pour faire ça. Il n'y a que les passionnés de jeux vidéo pour répondre à ce genre de messages pendant qu'ils sont en train de manger avec un ami ou le soir chez eux à 2h du matin. Donc si tu n'as pas ce niveau de passion, même si le rétro gaming c'est un marché énorme, tu vas te casser la gueule. C'est pas ta niche, t'es pas passionné, tu seras un peu une espèce de fraude dans ce domaine. Donc, je crois beaucoup plus au e-commerce qu'au dropshipping. Je crois beaucoup plus au e-commerce, c'est-à-dire une page web où tu vends un produit qui n'existe pas ailleurs, un produit que tu as trouvé lors d'un voyage au Japon, en Chine, en Malaisie, peu importe. Un produit à haute valeur ajoutée qu'on ne trouve pas partout, dans lequel il y a vraiment une niche, une volonté, une attente. Et ensuite, tu peux le marketer, faire de la publicité autour. Mais si c'est pour vendre le paquet de slip à 15 € que tu as trouvé sur Alibaba, me le mettre sur une page web que tu as créée et me dire « viens acheter chez moi », t'es à côté de la plaque. T'es à côté de la plaque et tu vas juste perdre de l'argent en faisant de la pub et en achetant des formations parce que ton paquet de slip à 20 €, tout le monde s'en branle. Pour ce qui est de l'immobilier, l'un des personnages qui a fait le plus de bruit, c'est Théophile Elliott. Alors Théophile Elliott, il doit avoir une vingtaine d'années, je ne sais pas, 27, 28 ans. Il explique pareil, il est millionnaire, il a plein d'appartements, etc. Et moi qui bosse dans le bâtiment, c'est mon domaine de prédilection. Théophile Elliott, j'ai assez rapidement compris qu'il ne savait pas de quoi il parlait, parce que j'ai réalisé qu'il faisait beaucoup d'erreurs lorsqu'il parlait des chiffres, lorsqu'il parlait du rendement locatif, lorsqu'il parlait du montant des travaux, parce qu'il fait des visites dans des, soi-disant, des logements à lui en rénovation, et il dit voilà combien j'ai acheté, voilà combien ça m'a rapporté. Et dans son comportement, j'ai compris qu'il ne captait rien, ni au bâtiment, ni aux travaux, ni au montant des travaux. Et autre chose, c'est que l'immobilier, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Ça consomme énormément de temps. C'est un boulot à plein temps. Et comme pour Yomi Denzel, Théophile Elliott passe 90% de son temps à faire la promotion de ses formations. Donc je me dis, là aussi il y a un problème. Tu devrais passer 90% de ton temps à chercher des biens, à gérer les travaux, à les rénover. Parce qu'il dit aussi, ah oui, moi je mets tout ça en autogestion, je m'en occupe pas. Bon, tous les gens qui ont de l'immobilier savent très bien que l'autogestion, c'est pas aussi automatisé que ça. Que c'est à toi de gérer, c'est à toi. Le gestionnaire, il fait l'interface, mais c'est toi qui gères ce que tu dois dépenser, c'est toi qui gères les travaux qui doivent être faits. Moi, mon gestionnaire, il me bombarde de mails. C'est pas automatisé. Il faut arrêter de croire la facilité. Il faut arrêter de croire les gens qui vous vendent la facilité. C'est fatigant. Et ceux qui ont des biens immobiliers et qui m'écoutent savent très bien de quoi je parle. Un bien immobilier, même un seul, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est des réparations, c'est des locataires qui partent, qui viennent, c'est des frais d'agence immobilière, c'est des remises en location qui sont coûteuses parce qu'à chaque fois qu'on remet en location, on paye des frais de dossier.
C'est un coup de peinture qu'on doit faire à chaque fois qu'un locataire part, qu'un locataire vient. Donc c'est du temps. Et quand j'entends ces gamins, parce que c'est un gamin, 27-28 ans, me dire j'ai plusieurs dizaines d'appartements, je suis millionnaire, et je le vois comme ça nonchalant, dire que c'est facile, ne jamais raconter les difficultés, je me dis il a jamais eu un appartement de sa vie, le mec. C'est pas possible. Et ce qui m'a complètement convaincu qu'il racontait de la merde, une fois il avait donné une décomposition de son rendement locatif et il avait donné un chiffre des impôts qu'il devait payer sur le bien. Et il était complètement à côté. Il était complètement à côté. Je ne saurais pas vous dire dans quelle vidéo, c'est il y a très longtemps, j'étais tombé dessus par hasard. Il était à côté de la plaque, c'est-à-dire que le mec ne sait pas calculer ses impôts locatifs. Donc, quand tu as une audience qui n'a jamais acheté, qui n'a pas de bien immobilier, que tu as des gamins, que tu as les 18-25 ans qui espèrent devenir millionnaires, tu leur donnes ça, ils bouffent matin et soir. Les mecs, ils n'ont jamais payé d'impôts sur l'immobilier, ils n'ont jamais fait de travaux, ils n'ont jamais rien eu. Mais lorsque tu es un peu sérieux, que tu as eu de l'immobilier, que tu as acheté, que tu as vendu, tu comprends un peu que bon, ces mecs sont à côté de la plaque et qu'en réalité, ils ont peu, pour ne pas dire pas d'immobilier, et que leur vrai business, c'est les formations. Sans compter les dérives que je considère comme étant dangereuses parce que dans certaines de ces vidéos, je l'ai entendu dire « Prenez un prêt étudiant ». Il conseillait aux jeunes de prendre un prêt étudiant pour acheter de l'immobilier. Et ça, c'est limite, on est limite dans l'illégalité, hein. Ça, c'est poussé à l'illégalité. Un prêt étudiant, ne faites jamais ça, ne faites jamais ça, ne prenez jamais un prêt étudiant pour acheter de l'immobilier. Vous êtes fous, vous êtes fous. Les taux sont plus élevés que pour de l'immobilier. La banque ne vous a pas prêté pour ça, donc ne le faites pas. Arrêtez ces bricolages. Vous allez juste vous casser la gueule. Vous allez juste monumentalement vous casser la gueule, perdre du fric et vous retrouver à la même case. Arrêtez de tomber dans la facilité. Éduquez-vous comme il faut. Faites vos expériences. Et je vais vous le dire, la meilleure formation en immobilier, c'est quand tu achètes de l'immobilier. Il n'y a pas d'autre formation. La meilleure formation, j'aurais pu lire tous les livres sur l'immobilier, ou j'aurais pu faire toutes les formations sur l'immobilier. Je n'ai jamais autant appris que quand j'ai acheté, en fait. Et d'ailleurs, les expériences qu'on a, les vraies expériences de vie, on les trouve nulle part. Ni dans les livres, ni dans les formations. La formation, elle vous raconte un conte de fées. Du type, ouais, j'ai trouvé ce bien, 120 000 euros, j'avais pas d'apport, j'ai emprunté avec 0 apport, j'ai un cash flow de 300 euros par mois sans rien faire. Une fois que j'ai remboursé la banque, je l'ai mis en autogestion, j'ai quasi rien à faire. Tu te dis, mais t'as envie de lui foutre 2 claques dans la gueule, le mec. Comment t'arrives à être rentable sur un produit pareil? Comment t'achètes à 120 000 balles avec 0 apport et arriver à être rentable? Dans l'immobilier, il n'y a pas de secret. Pour être rentable, pour générer du rendement, il vous faut 25% du montant du bien. Voilà, c'est le calcul que j'ai fait de toute l'expérience que j'ai. Quand tu mets 10% qui est le minimum demandé par les banques, 10% sur un bien, ben tu es à peine rentable. Et le meilleur investissement, on va dire le sweet spot en Angleterre, quand tu achètes et que tu veux vraiment faire une affaire et vraiment avoir du cash flow, la règle que tout le monde suit, c'est 25% d'apport. Je sais, c'est énorme, hein, mais moi je vous dis la réalité, je ne suis pas là pour vous vendre des formations. 25% d'apport et endettement sur 15 ans. Sur 25 ans, tu te fais éclater, tu as les plus hauts taux possibles. Sur 20 ans, c'est déjà un peu mieux. Sur 15 ans, tu es rentable. Et tous les investisseurs en immobilier sérieux, c'est 25% de capital ou plus, 25% du montant de la propriété, du montant du logement, et le reste emprunté sur 15 ans. Pourquoi 15 ans? Parce que sur 15 ans, les taux sont très très bas. En France, c'est un peu différent. Les taux sont quasiment bas, surtout en ce moment. Mais en Angleterre, les taux ne sont pas bas. Le taux sur 25 ans, il est à 2,52, 2,50, 2,52 en ce moment. Pourquoi? Parce que l'économie britannique se porte un peu mieux. Il ne faut pas oublier que les taux bas, c'est les taux d'une économie qui ne fonctionne pas. Hein, ça veut dire que l'argent est gratuit. Et pourtant, il y a encore du chômage, les entreprises ont du mal à emprunter, etc. Quand les taux montent, c'est que l'économie décolle. Ça veut dire qu'à 2,5, hein, pour vous donner un exemple, à 2,5 ou 2,52, en Angleterre, les gens achètent. En France, à 1,60 ou à 1,50, les gens n'achètent pas. Donc avec un point de plus en Angleterre, les gens achètent quand même. Ça veut dire que l'économie se porte mieux, que les gens ont de l'argent et que les gens achètent.
Donc les taux très très bas, ce n'est pas forcément une bonne chose, hein. Les taux très bas, c'est simplement un indicateur que l'économie patauge, ce qui est le cas de tous les pays de la zone euro. Mais aux États-Unis et en Angleterre, il n'y a pas de taux sur l'immobilier à 1,50 ou à 1,30 ou à 1 ou à 0,75 comme on peut en avoir en France, hein. Ça n'existe pas. Même sur 15 ans, vous serez peut-être à 1,80 ou à 1,60, alors qu'en France, sur 15 ans, je ne sais plus, je n'ai pas vérifié, mais peut-être qu'on est à 1% ou à 0,75, je ne sais pas, mais on doit être très bas sur 15 ans. Donc quand je vois des guignols expliquer qu'ils sont millionnaires en immobilier, que la vie est belle, qu'ils n'ont jamais de problème, qu'ils ont des dizaines de propriétés, et en plus ils passent leur temps sur YouTube et que tout ça se gère tout seul, l'immobilier qui est le domaine le plus compliqué pour investir, le plus long, le plus chiant, qui demande le plus de temps par rapport à des stocks options, par rapport à d'autres investissements, l'immobilier c'est beaucoup de travail. C'est aussi un investissement qui est très injuste, qui demande beaucoup de savoir, parce qu'à une rue près, eh bien, tu peux tomber sur l'affaire du siècle ou sur une arnaque. Tu peux tomber sur un bien qui va te ruiner ta vie, hein. L'immobilier, c'est pas toujours radieux, c'est pas toujours joyeux. Tu peux acheter un truc en pensant que c'est une bonne affaire et tu vas passer ta vie à le rénover, tu vas passer ta vie à mettre la moitié de ton salaire à réparer le toit, à réparer les fenêtres, à réparer des trucs qui partent en couille. Il y a des gens qui ont déprimé après avoir acheté une maison parce qu'ils se sont retrouvés en négatif, ils se sont retrouvés endettés en plus de leur prêt immobilier parce qu'ils n'ont pas réalisé la quantité de travaux qu'il fallait réaliser. Donc il y a plein d'affaires tragiques autour de l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est vraiment un domaine des gens qui savent, des gens qui maîtrisent un peu. Et encore une fois, pour Théophile Héliette, quand je vois le temps qu'il passe sur YouTube, quand je vois le temps qu'il passe à faire des formations, je me dis, mais quand est-ce que tu visites tes biens? Quand est-ce que tu t'occupes de tes affaires? Quand est-ce que tu es un YouTuber, en fait? Alors, explique-moi comment ça se passe. Peut-être qu'il y a un truc que je n'ai pas compris, hein, mais explique-moi. Hein, mon expérience personnelle de l'immobilier, c'est que c'est un truc énergivore qui consomme beaucoup de temps également et potentiellement dangereux pour ceux qui tombent sur un bien toxique et qui passent leur vie en fait à essayer de le réparer, de le rembourser, qui vont plus en vacances, qui ne dépensent plus, qui font plus plaisir à leurs gamins parce que leur maison est devenue un gouffre. Et les crypto-monnaies, qu'est-ce que je pense des crypto-monnaies? Alors là, la crypto. Grand sujet, la crypto. Quelqu'un m'a dit, quand j'ai un peu critiqué les cryptos, « Ah, l'observateur, tu sais, moi j'ai fait 30% sur les cryptos cette année, pourquoi tu dis que c'est de la merde ?» Ce que j'ai envie de vous dire sur les cryptos, c'est que on est dans un bull market. Le bull market, c'est le marché du taureau, c'est le marché qui est vers le haut. Hein. Quand ça monte, on dit qu'on est dans un bull market, le marché du taureau. Quand ça se casse la gueule, quand ça descend, on dit qu'on est dans un bear market. Bear market, c'est le marché des ours. Et pourquoi cette analogie? En fait, quand le taureau vous rentre dedans, quand il vous attrape, il vous prend avec ses cornes et il vous monte vers le haut. Et quand un ours vous attaque, il a tendance à vous descendre. Avec ses pattes, il vous plaque au sol. Et dans les cryptos, on est dans un bull market. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et tout le monde a fait 30%, 40%. Même ma grand-mère a fait 30%. C'est-à-dire que si toi, tu as fait 30% grâce à une formation, tu n'avais pas besoin de l'apprendre. N'importe qui mettait une pièce sur le Bitcoin en début d'année a fait fois 1,5, fois 2 si tu t'y es mis un peu plus tôt, fois 4, fois 10. Donc, est-ce que c'est ta formation? Est-ce que c'est le génie de la formation? Ou est-ce que c'est le marché qui ne fait que monter? Et tout est monté, pas que les crypto-monnaies. Moi, j'ai fait 20% sur le S&P 500. J'ai rien fait, pas de formation. C'est un index passif. J'ai juste mis du fric, c'est tout. Ma retraite est sur le S&P 500. Donc, je mets du fric. J'ai jamais vendu une seule action de mon S&P 500 depuis que je l'ai. Ça fait 10 ans que je l'ai. Je n'ai pas vendu une seule action. Je n'ai fait qu'acheter, y compris quand ça se casse la gueule, y compris quand ça descend. Et au contraire, quand ça descend, je continue à acheter. Sauf que le S&P 500, c'est de vraies entreprises. J'ai acheté un truc qui paye des dividendes. Même quand le marché se casse la gueule, les compagnies du S&P 500, Apple, Amazon, Facebook, continuent à me payer des dividendes. Donc, dans un marché qui se casse la gueule, ça continue à payer. Pourquoi? Parce que c'est de vraies entreprises. Les crypto-monnaies ne payent pas de dividendes. La crypto-monnaie, comment tu gagnes de l'argent? C'est un peu un Ponzi scheme. Hein. C'est les autres qui mettent de l'argent dans la crypto-monnaie qui font que tu gagnes plus d'argent. Il n'y a pas de valeur intrinsèque. Il n'y a pas de création
de monnaie ou de richesse, contrairement à l'achat d'une entreprise. Et on est dans un cycle où tout est monté. Mais tout, n'importe quelle action, n'importe quel stock, tous les gens qui ont acheté ont fait des profits. Et j'ai envie de dire, le jour où tu feras 30% avec les crypto-monnaies, avec cette formation, quand ça se cassera la gueule, parce que ça va arriver, là je pourrais te dire chapeau. Le marché se casse la gueule, tu as fait 30%, c'est génial, c'est que tu as trouvé la crypto-monnaie, qui a du potentiel et tu as gagné du fric. Mais ça risque pas d'arriver. Quand ça va se casser la gueule, tu vas perdre de l'argent. On ne sait pas quand. En ce moment, le Bitcoin fait du surplace entre 58 000 et 61 000 $. Il monte un peu, il descend un peu, mais il a arrêté de faire de grandes oscillations. Mais encore une fois, on est dans un marché spéculatif. Le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque. Certains me disent oui, mais tu sais, le Bitcoin, c'est rare, c'est limité à 21 millions. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est rare que ça a de la valeur intrinsèque. Hein. Un cancer des testicules, c'est très très rare. C'est pas pour autant que ça a de la valeur. Il faut arrêter de croire que tout ce qui est extrêmement rare a de la valeur. Le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque. Il a juste la valeur de la confiance que les gens ont envie de mettre dans le Bitcoin. Il y a une espèce d'espoir autour du Bitcoin, une espèce de révolte aussi contre les banques centrales, contre la monnaie. Mais finalement, les petits porteurs du Bitcoin se comportent ni plus ni moins que les grands spéculateurs de Wall Street. C'est assez marrant ça, parce que les mêmes gens qui disent « Wall Street, c'est pas bien, c'est de la spéculation, c'est de l'usure, ça devrait pas être permis, je m'en fous des banques, je boycotte les banques, et donc je vais acheter du Bitcoin. » Et le mec, il commence à spéculer sur le Bitcoin. Il spécule, il est là, ça monte, ça descend, j'achète, je vends. Mais je me dis, mais t'es pas mieux que le mec de Wall Street. Tu fais quoi? T'es comme lui, tu vends, t'achètes. Tu vends et t'achètes le jean à une jambe, le jean qui sert à rien. Tu vends, t'achètes, ça sert à quoi le Bitcoin? Je peux pas payer mes impôts avec le Bitcoin. Quand vous me dites, oui, la monnaie, ça n'a plus de valeur, c'est de la monnaie de singe. Ben non, c'est pas de la monnaie de singe. Tes impôts, tu les payes en euros, en dollars, en livres sterling. C'est ça qui fait la puissance de l'État. L'État va te forcer à vendre tes bitcoins pour payer tes impôts. Donc la valeur intrinsèque de l'argent, c'est pas la confiance. Les gens disent « Ah oui, l'argent a de la valeur aussi parce qu'on a décidé que ça avait de la valeur. » C'est la confiance. Le jour où la confiance se casse la gueule, l'argent se casse la gueule. Ben non. Le jour où la confiance se casse la gueule, tu vas quand même payer tes impôts en euros. Et si tu ne les payes pas en euros, tu vas en tôle. Le fisc français n'accepte pas l'Ethereum, le Bitcoin. Donc la valeur intrinsèque de l'argent, c'est les impôts. Tous les commerçants, tous les gens endettés, tous ceux qui ont des crédits immobiliers sur 25 ans, tous ces gens-là remboursent les banques en euros ou en dollars ou en livres sterling. Donc elle est là, la valeur de l'argent. Donc la formation en crypto-monnaie, pourquoi je considère que c'est complètement inutile? Parce qu'on est sur un outil spéculatif, sur un objet spéculatif sur lequel on n'a aucun contrôle. Et une formation en crypto-monnaie, c'est pareil que de faire une formation en météo. Quand tu me dis j'ai acheté une formation en crypto-monnaie, c'est comme me dire j'ai acheté une formation pour savoir s'il va faire beau demain, s'il va pleuvoir, s'il y a des nuages. C'est la même chose. Ni toi, ni moi connaissons la météo de dans 10 jours, 20 jours, 30 jours. Personne ne le sait. Les crypto-monnaies, c'est pareil. Celui qui te dit que je sais ce que fera la crypto-monnaie est un menteur. Et ceux qui montrent leurs résultats aujourd'hui en disant « Regardez, j'ai fait tant, j'ai gagné de l'argent », ils affichent tout le temps leurs résultats, plus 30% crypto-monnaie, plus 40%. On en reparlera au prochain crash, les mecs. Je défie les formateurs en crypto-monnaie de m'afficher leur plus 10%, leur plus 20% quand le marché sera en train de se casser la gueule. Là, je pourrais être impressionné. Mais dans un marché qui monte, quelque part, tes 30% en crypto-monnaie, moi, je suis en train de les faire sur le S&P 500. Et en plus, j'achète des entreprises. J'achète pas une crypto-monnaie dont je ne sais rien du tout. Ni le mec qui l'a créé. D'ailleurs, il paraît qu'il y a 1 million de bitcoins qui sont la possession, la propriété de Satoshi Nakamoto, le mec qui l'a créé. Et la trouille de tout le monde, on ne sait pas s'il est mort, s'il a disparu, mais la trouille de tous les détenteurs de bitcoin, c'est que ces 1 million se retrouvent sur le marché. C'est que cette personne décide de vendre les 1 million de bitcoin. Et donc 1 million qui arrive instantanément sur le marché, bon, le truc se casse la gueule. Mais on ne sait pas. On ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il les a détruits, on ne sait pas ce qu'il en a fait. Et je préfère avoir des stocks d'entreprises, je préfère être sur le S&P 500. Pourquoi? Parce qu'au moins j'ai acheté des entreprises.
même lorsque ça se casse la gueule, le S&P 500 peut faire moins 50%, ben, si j'ai 10 stocks de Apple, j'aurai toujours 10 stocks de Apple. Ça a perdu 50% de valeur, d'accord, mais j'ai toujours mes 10 stocks en main. Quand les gens disent oui, mais la bourse aussi, j'ai perdu de l'argent en bourse, ben, t'as rien perdu tant que t'as pas vendu. Ceux qui perdent en bourse, c'est ceux qui vendent. Mais tant que j'ai pas vendu, j'ai rien perdu. Donc, ce que je vous dirais, c'est voilà, si tu fais partie de ceux qui veulent acheter des formations en météo, si tu penses qu'il y a des formations qui peuvent prédire la météo, eh bien d'accord, achète des formations en crypto-monnaie. Si tu fais partie des gens un peu plus sérieux, je te dirais que ça n'a aucun intérêt. Tu peux continuer à acheter des crypto-monnaies si tu y crois et si tu penses que ça a de l'avenir, et certaines ont peut-être de l'avenir, j'en sais rien. Mais si tu es un peu sérieux, fais-le sans acheter de formation. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et on en reparlera. On en reparlera. Quand ça va se casser la gueule, laissez-moi des commentaires en bas de cette vidéo et on verra s'ils continueront à faire du 30% dans un marché qui se casse la gueule. Et pour finir, pour conclure cette très longue vidéo, je vais vous parler d'un site, je vais vous donner un petit conseil d'un site où vous pourrez vous former, trouver des formations très intéressantes pour ceux qui veulent se former à moindre coût. Je précise que je n'ai pas de lien affilié avec eux, je n'ai pas d'accord commercial avec eux. C'est simplement un site que j'ai utilisé moi-même et sur lequel j'ai acheté des formations Revit. Revit, c'est un logiciel d'architecture en 3D. Et à l'époque où je me suis intéressé, il y a déjà, je ne sais pas, peut-être 7-8 ans, même un peu plus, je m'y étais rendu pour acheter des formations Autodesk Revit. Et les formations ne coûtent pas très cher, hein. Ça coûte entre 10 et 15 euros. Ça casse pas la banque. Et c'est des formations que j'ai trouvées personnellement très bien, très utiles. Et vous trouverez aussi sur Udemy, alors je ne sais pas comment on prononce, hein, si c'est Udemy en anglais ou Udemy en français, je vous mettrai le lien dans la description. Encore une fois, si vous y allez en votre propre âme et conscience. Je n'ai pas de lien affilié, je n'ai pas de lien commerciaux avec eux. Hein. Donc c'est vraiment un conseil honnête et gratuit que je vous donne. Vous y trouverez aussi des formations en dropshipping, en immobilier, s'il y a des curieux. Et vous verrez que ces formations aussi sont à 12 euros, 15 euros. Ça ne casse pas la banque. Certaines sont très bien, c'est transparent, il y a des avis. Contrairement à ces gourous qui vous vendent des formations où on ne sait jamais si les témoignages sont authentiques ou pas, là sur cette plateforme, tous les témoignages sont authentiques parce que la plateforme ne triche pas les résultats. Hein. C'est une plateforme qui permet aux créateurs de mettre leur formation dessus. Donc les avis sont relativement honnêtes, j'ai même envie de dire parfaitement honnêtes. Et d'ailleurs, il y a aussi des avis négatifs. Hein. Il y a de très mauvaises formations avec des avis négatifs. Mais quand vous voyez une formation avec 250 avis positifs, surtout dans le monde anglophone, hein, j'avais acheté les formations en anglais, et sur certaines formations Revit, vous avez 1200, 1600 avis. Donc c'est un échantillon assez large pour se faire une idée. Et il y a vraiment de tout sur cette plateforme. C'est une vraie mine d'or, que ce soit pour créer son site, pour créer une page de e-commerce pour ceux que ça intéresse. Il y a même des formations en immobilier. Alors, je ne sais pas si elles ont un intérêt. Personnellement, je pense que les formations en immobilier n'ont pas d'intérêt. C'est vraiment un apprentissage de vie, c'est un apprentissage de terrain. Mais l'avantage de ce site, l'avantage de Udemy ou Udemy, c'est que même si la formation n'est pas terrible, même si tu te fais avoir, tu auras dépensé 12 euros, quoi. C'est pas 700, c'est pas 800, c'est pas 13 000 euros. T'as payé pour voir, t'as payé, t'as pas aimé, tant pis. Mais même si tu achètes 10 formations, t'en auras pour 120 euros. Et c'est surtout ça que je vous conseille, si j'avais un conseil à vous donner. Lorsque vous achetez des formations, ne mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est vraiment ça le conseil que je vous donne. Ne mettez pas l'argent avec lequel vous êtes censé payer votre loyer. Ne mettez pas l'argent avec lequel vous êtes censé payer vos factures d'électricité. Ne mettez pas l'argent dont vous avez besoin. Parce que la formation, tu ne sais pas ce qu'elle va donner. Tu ne sais pas si elle est bien, si elle n'est pas bien. Tu ne peux pas baser ta réussite sur une formation. Tu ne peux que la consulter, voir ce que ça donne. Peut-être que tu en tireras quelque chose, peut-être pas. Peut-être que tu apprendras quelque chose qui te sera utile sur le moment, mais qui ne sera pas utile plus tard. Quand j'ai acheté cette formation Revit, Autodesk, je pensais que je continuerais à faire des dessins et donc j'améliorerais mes compétences en modélisation 3D, mais finalement je ne l'ai jamais utilisé parce que
Je suis très vite passé en maîtrise d'œuvre d'exécution sur les chantiers, tout simplement parce que c'est là où on gagne le plus d'argent. Aujourd'hui, en architecture, les gratteurs, les dessinateurs ne gagnent absolument rien. Même ceux qui font de la modélisation, de la 3D, c'est fini. L'architecture comme discipline est morte. Les seuls qui s'en sortent sont ceux qui ont fait la transition sur le chantier ou qui ont fait une transition en maître d'œuvre d'exécution comme moi, ou qui ont monté leur boîte de BTP, leur petit business où ils font conception et réalisation, ce genre de choses. Mais le dessin pur, le gratteur, le dessinateur, l'architecte concepteur, c'est fini. Ça continuera d'exister, mais en termes de revenus, c'est vraiment ridicule. Mais voilà, l'apprentissage était intéressant, ça ne m'a pas coûté une fortune. J'ai dû acheter 2 formations, une beginner et une intermédiaire. Ça a dû me coûter, je ne sais pas, 15 livres sterling. Pour les 2, j'ai dû en avoir pour 30. Puis voilà, j'ai perdu 30 balles. C'est pas la fin du monde. Ça a été utile parce que je sais comment fonctionne Revit. Je suis capable de consulter une 3D sur Revit, de faire quelques calculs de surface, etc. C'est utile, mais ça ne m'a pas ruiné. Et voilà le conseil que je vous donne. Quel que soit l'argent que vous mettez toujours l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et les victimes de ces formations, les victimes de ces gourous, les victimes de ces pratiques sectaires sont souvent des gens désespérés qui mettent de l'argent qu'ils ne sont pas prêts à perdre. Ils y mettent l'argent du désespoir, ils y mettent leurs économies, ils y mettent leur salaire, ils s'endettent pour ça. Et c'est là où commence le drame. C'est un peu ça la frontière entre le entertainment, le divertissement YouTube avec les vidéos qu'on voit, les Lamborghini, les voyages à Dubaï, le champagne, etc. Toute cette espèce d'esbrouf qui en fait, c'est uniquement de l'importation de ce que faisait Tai Lopez aux États-Unis. C'est de la poudre aux yeux pour justifier un statut qui n'existe pas. Mais derrière ce divertissement, il y a des gens fragiles, parfois désespérés, qui se lancent à corps perdu là-dedans. Et une fois que ça ne marche pas, et une fois qu'ils réalisent qu'ils ont dépensé les économies d'une vie pour rien, eh bien, ça finit en histoire tragique, comme ce militaire britannique qui a mis fin à ses jours en laissant derrière lui une veuve et un enfant, simplement parce qu'il a cru à une formation en immobilier qui lui promettait richesse et prospérité. Voilà pour aujourd'hui, voilà ce que j'avais à dire au sujet des formations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas de cette vidéo, dans la section commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi si au contraire vous pensez que j'ai tort sur certaines questions. N'hésitez pas à liker cette vidéo aussi, ça permet de la référencer, c'est comme ça que fonctionne l'algorithme YouTube. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.